C'était une soirée automnale froide, le 11 octobre 1968, à 21h45, lorsqu'un meurtre atroce secoua les rues calmes de Vallejo, en Californie. Cette nuit fatale, Michael Mageau et Darlene Ferrin étaient garés devant un bowling à la sortie lorsqu'ils ont été attaqués par un tireur. Les balles ont crié tandis que le couple luttait pour échapper à la grêle de tirs. Dans un moment chaotique et terrifiant, Ferrin a été laissé gravement blessé dans la voiture tandis que Mageau a réussi à s'échapper de la mort. Le son des tirs à la carabine résonnait encore dans l'air lorsque la scène cauchemardesque s'est déroulée devant eux. La nuit sombre de l'automne jetait une ombre sombre sur les rues désertes de Vallejo, le seul son étant le murmure calme de la vie nocturne de la ville et le doux froufrou des feuilles sous les lumières de rue qui clignotaient. Lorsque les tirs se sont éteints à l'horizon, un silence étrange est tombé sur la zone, brisé uniquement par le lointain bourdonnement d'un moteur de voiture. Une paire de feux arrière a disparu dans la distance, laissant derrière elle une traînée de chaos et une jeune femme qui luttait pour sa vie. La senteur de fumée et de poudre à canon persistait encore dans l'air lorsque la réalité de ce qui s'était passé commença à pénétrer dans les esprits. Au milieu de la nuit, un sentiment d'inquiétude s'est installé sur les rues de Vallejo, un sentiment qui deviendrait trop familier dans les jours à venir. Alors que les victimes gisaient sans secours, une figure solitaire a disparu dans la nuit, laissant derrière elle seulement le faible son de pas qui s'éloignait dans la distance. Michael Mageau, le seul survivant de l'attaque, a plus tard décrit son agresseur comme un homme grand et maigre avec une peau pâle et un éclat sinistre dans son œil. La description est devenue gravée dans les souvenirs de ceux qui l'avaient entendu, servant comme un rappel hanté de la terreur qui s'était déroulée cette nuit fatale. Les actions du tireur avaient été rapides et calculées, une démonstration de violence sans pitié qui laisserait une marque indélébile sur la communauté. Un sentiment de terreur s'est installé sur les résidents de Vallejo lorsque la nouvelle de l'attaque a été diffusée comme un feu de forêt. Le seul témoin de l'attaque, en dehors de Mageau, était l'ami du couple, qui était garé dans une voiture voisine et avait vu l'ensemble de leur deal se dérouler. Ils ont décrit avoir entendu une série de tirs suivis du son d'une voiture qui s'éloignait de la scène. Le conducteur avait rapporté avoir crié une phrase alors qu'il s'éloignait de la scène, leurs mots flottant dans l'air comme une promesse menaçante. Les mots exacts étaient indistincts, mais l'intention était claire, il ne s'agissait pas d'un crime ordinaire. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à une vue atroce, une jeune femme gisant inanimée sur le siège conducteur et un survivant désespéré qui se raccrochait à la vie. Avant de continuer, cliquez sur la petite icône de la cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous ramener à l'origine de cette histoire, aux années 1960, lorsque la Californie du Nord était secouée par une vague de terreur qui laisserait une marque indélébile sur ses résidents. C'était une époque de bouleversement social et de révolution culturelle, mais au milieu de la chaos et du changement, une force sinistre était à l'œuvre, laissant une traînée de mort et de destruction dans son sillage. Le tueur du Zodiaque, comme il serait appelé plus tard, était un maître de la manipulation, toujours en tête de la loi alors qu'il commettait ses crimes atroces. Mais qui se cachait derrière le masque du tueur du Zodiaque ? Qu'est-ce qui poussait cette personne à commettre de tels actes abominables? Et comment a-t-il réussi à échapper à la capture pendant aussi longtemps? La figure centrale de ce cas était un homme connu simplement sous le nom du tueur Zodiaque. Il reste identifié à ce jour, mais ses crimes ont laissé une empreinte durable sur les gens de la Californie du Nord. À l'époque des meurtres, on estime qu'il avait entre 25 et 27 ans. Il vivait et opérait principalement dans la région de la baie de San Francisco. Son lieu de résidence exact reste inconnu. La vie quotidienne du tueur Zodiaque était entourée de mystères, mais on pense qu'il avait un emploi relativement banal en tant qu'électricien ou peut-être en tant que travailleur. On pense qu'il était marié ou en tout cas en relation sérieuse, malgré ses révélations ultérieures d'une vie familiale troublée. Il avait une personnalité distincte qui est souvent décrite comme calme, calculatrice et charismatique. Il y a des preuves pour suggérer qu'il était très intelligent et bien instruit. Cette combinaison de traits le rendait un personnage complexe et intrigant. Plusieurs facteurs ont contribué à la likabilité et à la relatabilité du tueur Zodiaque. Ses lettres aux policiers et aux journaux locaux, bien que pleines de terreur et de violence, étaient souvent écrites dans un ton witty et charmant. Il prétendait être un individu intelligent, éduqué et même patriotique, ce qui a touché certains de ses lecteurs. Il a également montré un certain niveau d'empathie, en particulier dans sa correspondance initiale, ce qui a fait que certaines personnes le considèrent comme un personnage sympathique. Cette mélange de charme et de menace continue à captiver les gens à ce jour.
Les relations du tueur Zodiac étaient caractérisées par une profonde méfiance envers les figures d'autorité, en particulier la police. Il a souvent pris des mesures pour communiquer avec la police, en envoyant des lettres anonymes et des codes dans le but de prouver son identité et de vanter ses crimes. Malgré sa nature brutale, il semblait avoir quelques confidents de confiance, peut-être des connaissances ou des co-conspirateurs. La nature de ces relations reste incertaine, mais on pense qu'elles ont joué un rôle significatif dans son processus de prise de décision. En plongeant plus profondément dans le monde du tueur Zodiac, nous allons examiner les moments clés qui ont conduit à ces crimes. Les mois précédant l'incident étaient marqués par un sentiment de normalité et de routine, mais en dessous de la surface, quelque chose était en train de bouillir. Il est difficile de déterminer exactement ce qui a changé, mais les actions du tueur Zodiac suggèrent une croissance de la frustration et du mécontentement. Il semblait être en train de construire vers une confrontation dramatique avec le monde, et les événements qui se sont produits dans les semaines suivantes n'ont fait que renforcer le mystère. En explorant la psyché du tueur Zodiac, nous allons découvrir les signes précurseurs qui ont suggéré sa nature plus sombre. La question qui se pose à tout le monde est, quoi a déclenché cette chute dans le chaos? Dès 1966, il y avait des rumeurs et des murmures sur un tueur mystérieux en liberté. Les gens ont commencé à signaler des rencontres et des sightings étranges, mais ces rapports ont été largement ignorés par les autorités à l'époque. La première preuve concrète de la présence du tueur Zodiac est venue sous la forme d'une lettre cryptique envoyée au Valiro Times-Herald en juillet 1969. Le tueur a vanté ses crimes et a offert une série de clés critiques qui sont devenues un marqueur de son modus operandi. Cette lettre a marqué le début d'un jeu de chat et de souris entre le tueur Zodiac et la police qui a captivé la nation. La question qui se pose à tout le monde est, quoi a motivé ce tueur à commencer à envoyer ces lettres en premier lieu? La personne qui a remarqué la présence du tueur Zodiac était une femme nommée Paul Avery, un journaliste qui a reçu la première lettre. Il a reconnu l'utilisation du code cryptique du tueur et a commencé à travailler avec la police pour déchiffrer son sens. Avery allait jouer un rôle clé dans l'enquête, mais il n'était pas sans ses critiques. Certains l'accusaient de sensationnaliser l'histoire pour son propre gain. La police, elle aussi, a souvent été critiquée pour sa gestion du cas, et il est clair qu'ils n'étaient pas entièrement efficaces dans leur poursuite du tueur. Malgré ces défis, le tueur Zodiac a continué à taquiner les autorités avec ses lettres et ses codes, restant toujours un pas devant. L'identité véritable du tueur Zodiac reste un mystère à ce jour, et la question qui se pose à tout le monde est, allons-nous jamais le capturer? Le cas a donné lieu à de nombreux suspects au fil des ans, mais aucun n'a été prouvé de manière concluante. En plongeant plus profondément dans le monde du tueur Zodiac, nous allons examiner les preuves et les théories qui ont émergé au fil des ans. De les codes critiques aux crimes sanglants eux-mêmes, chaque détail contient une clé pour l'identité du tueur. Mais une chose est certaine, la nature véritable du tueur Zodiac reste entourée de mystères, attendant d'être découverte. Le 20 décembre 1968, vers 21h45, une soirée froide d'hiver à Valiro, en Californie. Une épaisse brume s'est déposée sur la baie, créant une atmosphère étrange et mystérieuse au-dessus du quartier résidentiel silencieux. Les rues étaient sombrement éclairées, avec seulement quelques lampadaires pour guider les personnes qui se déplaçaient dans les rues désertes. L'air nocturne était lourd de humidité, et une légère odeur de fumée de bois planait sur la zone. C'était juste une autre soirée ordinaire dans le paradis suburbain. Dans les jours précédant le crime, un groupe d'étudiants du lycée avait socialisé près du parc Blue Rock Springs. Ils avaient assisté à une fête et avaient décidé de faire une promenade le long des sentiers de randonnée du parc. Les étudiants avaient entendu des rumeurs d'une figure mystérieuse qui se trouvait dans la région, mais ils n'en ont pas fait grand cas. Alors qu'ils marchaient, ils ont vu une figure les regarder du bois, mais ils n'en ont pas pensé grand-chose à l'époque. Mais ils ignoraient que leur vie allait bientôt être emmêlée dans un complot sinistre. Alors que les étudiants continuaient leur promenade, ils ont entendu un coup de feu retentir dans la direction d'une voiture garée. Ils se sont retournés pour voir un jeune couple, David Faraday et Betty Lou Jensen, affalés sur le siège avant de leur voiture. Paniqués, les autres étudiants ont couru vers la voiture, mais ils ont découvert une scène horrifique. Le couple était immobile, avec des blessures par balle à la tête et au torse. Dans le coffre, un message glacial était écrit sur la porte en encre rouge, « J'adore MON meurtre ». Les étudiants ont crié, fuyant la scène dans la terreur. Ils n'ont cessé de courir jusqu'à ce qu'ils soient à plusieurs blocs de distance du parc.
Le moment le plus choquant est arrivé lorsque la police a découvert la scène macabre, et avec elle, un message glacial écrit sur le bitume en encre rouge, « J'adore MON meurtre ». La police était muette, essayant de faire sens de la violence brutale qui s'était déroulée devant eux. C'était la marque du tueur du Zodiac, un signe qui allait hanter la région du nord de la Californie pendant des années à venir. L'image du message critique serait gravée dans la conscience publique, un rappel effrayant de la terreur qui se cachait dans les ombres. C'était juste le début d'une période de terreur qui allait laisser une traînée de sang et de désespoir dans son sillage. Qu'en pensez-vous vraiment? Était-ce un acte de violence aléatoire, ou était-ce un meurtre calculé? Partagez vos théories et commençons la conversation. La pleine mesure de l'horreur du tueur du Zodiac ne serait connue que plusieurs mois plus tard, mais ce moment marquait le début d'une spirale descendante de violence et de terreur. Alors que la nuit s'écoulait, la vérité de la scène commençait à pénétrer dans l'esprit des policiers, un jeune couple, assassiné de manière brutale, et un message critique laissé derrière pour taquiner les autorités. Le tueur du Zodiac avait fait son apparition, et les habitants de la région du nord de la Californie ne seraient plus jamais les mêmes. Et alors que l'enquête sur le meurtre de Blue Rock Springs commençait, une question pesait lourdement sur les esprits des détectives, qui était derrière ce crime odieux, et que poussait-il à commettre de telles atrocités? La recherche des réponses les entraînerait dans une spirale de preuves et de fausses pistes, un jeu de l'intelligence entre le tueur et la loi. Mais pour l'instant, le cas restait sans solution, une mystérieuse et sombre affaire qui allait hanter la région pendant des années à venir. Le tueur du Zodiac venait de commencer, et le nombre de victimes allait continuer à augmenter. Le prochain victime, et le prochain, était juste à l'angle de la rue, attendant d'être revendiqué par le tueur inconnu qui se cachait dans les ombres. Les premières réponses de la police au crime du tueur en série Zodiac ont consisté à essayer de contenir la panique qui s'était répandue dans le nord de la Californie. Le 4 juillet 1969, la police a reçu une lettre du tueur, qui incluait un diagramme grivois d'un corps de femme démembré. Cette lettre a marqué le début de la communication critique du tueur en série avec la police. Le tueur a continué à taquiner la police avec des lettres et des codes, affirmant avoir tué de nombreuses personnes, mais seules 4 victimes ont été officiellement confirmées. La police a lutté pour suivre la communication constante du tueur, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation, car elle ne servait qu'à distraire de leur objectif principal, capturer le tueur. La pièce clé d'évidence qui a everything changé était une lettre que le tueur en série Zodiac a envoyée au San Francisco Chronicle le 13 mars 1969. La lettre incluait un cryptogramme qui semblait indiquer l'identité du tueur, mais également incluait une information cruciale, un cryptogramme à 340 symboles qui a laissé les déchiffreurs perplexes pendant des décennies. Cette lettre a déclenché une vaste chasse à l'homme et la police a commencé à se concentrer sur le décryptage du code. Le tueur en série Zodiac avait affirmé avoir utilisé un chiffre trop complexe pour être résolu, mais les enquêteurs restèrent optimistes quant à la possibilité de le déchiffrer. À mesure que l'enquête continuait, le cryptogramme est devenu un objectif convoité pour les déchiffreurs du monde entier. Les principaux suspects dans l'affaire du tueur en série Zodiac comprenaient Arthur Lee Allen, Richard Gekowski et Ross Sullivan. Allen était un pédophile condamné qui correspondait à la description du tueur, mais il n'a jamais été inculpé en raison de l'absence de preuves. Gekowski était un ancien éditeur du San Francisco Chronicle qui avait un passé de violence, mais il a nié toute implication dans les meurtres. Sullivan était un ancien officier de la marine qui avait une formation en cryptographie, mais il s'est suicidé en 1982, laissant l'affaire sans résolution. La police a également considéré Richard Hoffman, mais il a été plus tard innocenté en raison de l'absence de preuves. Le faux indice qui a gaspillé des mois d'enquête était l'affaire du département de police de Vallejo, qui a reçu un appel d'un homme qui se prétendait être le tueur en série Zodiac le 4 août 1969. Le correspondant a affirmé avoir tiré et tué un couple à Vallejo, mais plus tard, il a été découvert que le couple avait été tué par une autre personne. Cette fausse piste a absorbé les ressources de la police et les a distraites de pistes plus prometteuses. La police a passé des mois à enquêter sur cette piste, mais se retrouva avec rien. Ce temps gaspillé a permis au tueur en série Zodiac de continuer à